Donald Trump sonne le grand retour de la déréglementation financière. Quelles vont être les conséquences pour l'économie et pour la finance, pour l'Europe et pour les États-Unis? C'est un nouveau numéro des décideurs de la finance. La déréglementation financière sous l'ère de Donald Trump, on en parle en compagnie de Farzin Fazel. Bonjour Farzin. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des décideurs de la finance. Alors, ravi d'être là. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut peut-être rappeler comment on est arrivé à ce serrage de vis réglementaire dans le sillage de la crise des subprimes. Oui, tout à fait. En fait, ça a commencé plus précisément en 2010 avec l'arrivée de la loi Dodd-Frank qui en fait a mis fin à une série de probablement une vingtaine d'années de déréglementation américaine qui a commencé sous l'ère Carter. Et la problématique des subprimes, les dérives et un certain nombre de grands sujets qui sont posés après cette crise ont amené le régulateur américain à mettre en place toute une série de réglementations. Qu'est-ce qu'elle prévoyait, cette réglementation Dodd-Frank? Alors, d'ailleurs, la réglementation continue, puisque cette loi qui a été promulguée en 2010 continue encore à avoir des décrets d'application qui ne sont toujours pas en place. Mais dans ces grandes lignes, il y avait trois piliers. Il y avait un pilier de contrôle supplémentaire sur les institutions financières, de pouvoir avoir une ingérence plus grande de l'institution de réglementation et d'avoir de nouvelles institutions. Deuxièmement, c'était de faire rentrer dans le champ de réglementation des institutions financières qui n'y étaient pas, notamment des fonds de pension et d'autres fonds non régulés. Et enfin, c'était la fameuse partie too big to fail, c'est-à-dire que de ne pas hésiter à laisser tomber une banque si elle n'est pas capable de répondre à ses obligations financières. Donc, ce que je disais, l'ensemble des décrets qui s'appliquent à la loi ne sont pas encore en place, mais les fondamentaux sont là depuis 2010. Ça a eu beaucoup de conséquences, et un coût notamment pour l'industrie bancaire. Un coût énorme, je dirais, nous estimons à environ 200 milliards de dollars le coût de la mise en place de suivi au niveau de la réglementation compliance au niveau de l'industrie global, donc c'est pas seulement aux États-Unis, donc c'est énorme, et on peut dire qu'une partie de ces budgets sont entre guillemets à fond perdu puisque ne sert pas l'outil productif de ces banques. On comprend pourquoi les actions des groupes bancaires ont monté à l'annonce de l'élection de Donald Trump. Est-ce que pour autant il faut encourager cette déréglementation nouvelle, revenir à plus de liberté dans le monde bancaire? Est-ce qu'il faut jeter aux orties cette loi Dodd-Frank selon vous? Alors, comme dans tout, la réponse est dans l'équilibre. Est-ce qu'il faut avoir un secteur industriel comme le secteur financier, qui est quand même le cœur de l'économie mondiale, réglementé? Bien sûr, je pense que la réponse est absolument oui. La question, c'est jusqu'où on pousse cette réglementation et à partir d'où cette réglementation devient contre-productive. Et on entend toujours parler d'un certain nombre de dérives dans les deux sens. Donc lorsqu'il y a eu des dérives, lorsque ces règlements n'étaient pas en place, on a mis en place une série de réglementations, mais aujourd'hui, on peut arriver à des situations ubuesques pour le suivi et les mises en place de ces réglementations, voire même un rapport de force qui peut être inversé entre les banques et le régulateur, où c'est un jeu d'inquisition qui n'est pas forcément dans l'intérêt de l'économie et surtout des consommateurs finaux. Imaginons que Donald Trump aille au bout de ses tweets, qu'il mette en application cette déréglementation. Quelles seraient les conséquences pour l'industrie bancaire? Déjà, ça libérerait toute une partie de ces budgets, de ces capitaux pour être investis par ailleurs. Donc, d'ailleurs, on voit ça un petit peu à travers la réaction des marchés sur les cours de ces établissements qui ont explosé. Enfin, les cours ont explosé à la hausse ces dernières semaines. Donc, le marché spécule sur un retour positif. Maintenant, il faut faire très attention parce que comme trop de réglementation tue la réglementation, pas de réglementation peut aussi amener à des situations catastrophiques et des crises systémiques. Donc, c'est pas parce qu'on va pouvoir investir sur des business aujourd'hui qui vont être peut-être profitables à court moyen terme qu'à long terme, c'est l'intérêt de l'économie. Donc, tout va être dans la mesure et de comment on va pouvoir
peut-être mettre un peu plus d'équilibre dans la réglementation, qui, je le répète, est absolument nécessaire. Il y a un effet indirect aussi qui peut arriver si on fait tomber ces murailles de Chine qui protègent finalement ces châteaux forts que sont l'industrie bancaire, qu'est l'industrie bancaire. Ça pourrait ouvrir l'appétit de certains grands acteurs, notamment dans la techno. Absolument, vous avez absolument raison, Thomas. Je pense que un des grands sujets aujourd'hui, une des grandes barrières à l'entrée pour que d'autres acteurs rentrent dans le secteur financier reste la réglementation. Si demain l'ensemble de ces barrières minces, ça donnera plus d'appétit à des grands groupes de techno comme les Apple, Google, Amazon, les GAFA, les fameux GAFA, pour dire pourquoi ne pas rentrer dans ce... Ils y sont déjà, ils restent en périphérie, les moyens de paiement, des transferts, etc. Mais aujourd'hui, ils ne franchissent pas le pas de devenir une banque. Mais demain, pourquoi Amazon ne deviendra pas une Amazon Bank, effectivement? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça peut changer pour l'économie, notamment américaine, en termes de croissance? Ce que je disais, c'est à court terme, ces liquidités qui ne sont plus employées pour, entre guillemets, une position défensive et non productive. Gérer la réglementation, c'est important, mais ça ne crée pas, ça crée beaucoup de travail en interne et en compliance, mais ça ne crée pas de la richesse au niveau économique. Tout ça peut se déverser dans l'économie. Donc il peut y avoir un effet, en tout cas à court, moyen terme, de retrouver des moyens supplémentaires pour soutenir l'économie américaine. Et puis la prise de risque, parce que finalement c'était ça, on avait prêté, alors peut-être à trop de personnes non solvables, mais quand même c'est aussi ce qui fait tourner, le crédit fait tourner la machine. Bien sûr, la prise de risque, c'est un des métiers de b.a.-ba de la banque depuis je dirais, le 15e siècle. Maintenant, tout est dans les garde-fous par rapport à ces prises de risque et la capacité de l'entité qui prend ce risque de les assumer. Je pense que la problématique était ça, c'est que certaines banques avaient pris des risques immenses par rapport à leur capacité et c'est ça qui s'est retrouvé à travers la crise des subprimes. Et donc on risquerait de se retrouver aussi dans cette situation selon que le curseur est placé trop loin ou pas. Les conséquences internationales, parce que... on sait qu'il y a un comité de Bâle qui se réunit pour essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça au niveau international. Et apparemment, il y a déjà des dissensions qui naissent entre cette dérive des continents un peu plus forte, Amérique du Nord et Europe de l'autre, les Européens étant plus pro-régulation. Alors, ce qui s'est passé en 2000, après la crise des subprimes, c'est qu'il y avait une volonté mondiale, en tout cas européenne et américaine, parce que l'Asie n'était pas vraiment impactée, européenne et impliquée, d'avoir une sorte d'équilibre des deux côtés de l'océan sur ce cadre réglementaire. Donc d'un côté, il y avait les directives de comité de Bâle, et de l'autre côté, il y avait l'approche de Dodd-Frank et les lois s'y afférentes. Aujourd'hui, clairement, on rentre dans un point de déséquilibre. Donc si... parce que c'est quand même ainsi, il y a une différence entre quelques tweets et un décret et mettre en place détricoter tout ça. Bon, supposons qu'on aille jusqu'au bout de la logique, je ne vois difficilement les Européens rester l'arme au pied et ne rien faire. Donc ça veut dire qu'eux aussi pourraient assouplir un peu leurs règles. C'est ça la question, c'est jusqu'où on va aller. Il faut quand même aussi rajouter là-dedans une troisième dimension qui va rendre l'équation encore plus intéressante, c'est la sortie de nos amis britanniques de l'Europe et le Brexit et quid de l'ensemble des réglementations du marché financier, du marché unique européen qui s'y a à faire. Donc je pense qu'il y aura un jeu de poker menteur qui va se mettre en place dans les prochains mois entre les Américains, je dirais les Européens hors britanniques et les Anglais. Étant un optimiste, je pense qu'on arrivera à un équilibre. Je vois difficilement avoir une distorsion complète de la concurrence ou une banque basée à New York ou aux États-Unis ayant un avantage concurrentiel majeur vis-à-vis de ces homologues européens. Donc je pense qu'on arrivera quand même à un équilibre. On a quand même l'impression qu'on est en train à nouveau de revoir se profiler un bras de fer entre Américains et européens. On a le souvenir de l'amende, BNP, 9 milliards de dollars. Il y a quand même cette histoire de bras de fer permanent entre les entités des deux côtés. C'est clair, et je pense que c'est là, si besoin était, que l'Europe aussi prend un sens complet. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas être crédibles dans ce bras de fer si nous agissons en tant que pays et non pas en tant qu'un groupe européen. Mais
il est clair que sur certains sujets, les Américains nous ont tordu le bras. Et donc, à nous, Européens, à travers nous, citoyens et les institutions, d'en faire en sorte de parler d'égal à égal. Et parfois, les Américains ont tendance à sortir leurs muscles et nous avons parfois tendance à ne pas répondre au même niveau. Oui, parce qu'on pourrait brandir aussi l'interdiction de la licence. Sur le Oui, mais ça, vous savez, dans ce jeu-là, personne n'est gagnant. Ouais. Personne n'est gagnant. Je pense que les barrières à l'entrée se contournent dans une économie ouverte, mondialisée. Les barrières à l'entrée se contournent. Bon, on le voit, on est dans une époque nouvelle, protectionnisme et dérégulation qui cohabitent de plus en plus et on ne sait pas ce que cela va donner, ce qui va en sortir. Merci Farzine pour vos éclairages. Merci Thomas.